Toujours Hop là, salut Didier. Bonjour Luigi. Luigi, peut-être si tu peux mettre Antoine et Luigi tous les deux, si vous pouvez peut-être renommer votre nom et écrire Antoine Harmonia et peut-être Luigi à la place du P, C, 70. Luigi Harmonia, comme ça on verra bien. Et Jean, comme tu veux. Je te laisse choisir ta légende. Sinon, bonjour tout le monde qui nous rejoint. Hop là. Ok. Bonjour tout le monde. Juste une petite question technique avant qu'on commence. Jean et Antoine, c'est bon pour le live Facebook? Parce que moi, je ne peux pas voir vraiment si c'est bon ou pas. Ok. Ça va. Et alors, Antoine, j'essaie de réactiver ton micro, mais j'arrive pas. Parce que j'avais désactivé en fait. Ah, ok. Tu sais si... Ah, d'accord. Martin, je pense que c'est Monsieur Chesnay qui vient nous rejoindre en bas? Ou en tout cas, tu sais s'il va nous rejoindre dès le début ou pas? Chenet, Ah oui, donc, Marc. et il arrivera plutôt vers 21h10. Ok. Ok, ça va. Mais du coup, on fera une pause avant sa question alors. On la laissera pour 21h10. Si ça y répond dans Non, les 20h10. Hein, donc, non, ah, 20h10. ok. Non. Dans 10 minutes, un quart d'heure, il est là. Quoi, donc, ok, ça va, pas de souci. Ok. Ben, on va pouvoir débuter tranquillement. De toute façon, il y a des gens qui peuvent nous rejoindre en même temps s'ils le veuillent. Hop là, super. Ok, alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, merci d'être là. Juste un petit détail technique avant qu'on commence. En général, il n'y a pas du tout de soucis informatiques, même quand les caméras sont on. Donc, si c'est pour ménager votre vie privée, il n'y a pas de problème que vous ne la mettiez pas. Mais en tout cas, d'un point de vue informatique, ça marche quand même. Et pour le débat, c'est un peu plus pratique pour distribuer la parole et pour vous voir tous et toutes. Je préviens juste que le débat est diffusé en live sur Facebook. Donc, voilà, j'espère que ça ne vous pose pas de problème là-dessus. Du coup, le sujet du jour est la microtaxe. L'idée d'avoir un entretien avec un think tank citoyen qui souhaite remplacer la fiscalité actuelle par le prélèvement automatique d'une microtaxe sur tous les paiements dématérialisés. Pour rythmer un petit peu l'intervention d'aujourd'hui, je poserai quelques questions auxquelles ils répondront. Donc, la partie entretien avec les personnes que je vais présenter tout de suite maintenant durera environ 45 minutes. Et pour le reste, suivra un débat où vous êtes tous et toutes invités à prendre la parole. Je vais préciser quelques règles de parole pour que ce soit gérable. C'est là où la partie caméra est en fait plus pratique. Du coup, pour prendre la parole, on utilise les signes des doigts, c'est-à-dire 1 si vous êtes le premier, 2 si vous êtes le deuxième, 3 ou 4 selon l'ordre de parole. Si pendant qu'on est en train d'expliquer quelque chose, vous avez besoin d'un temps d'arrêt et d'un temps mort, c'est un sujet un peu technique qu'on va essayer de simplifier au maximum, mais c'est tout à fait compréhensible. Donc, pour éviter de vous perdre, n'hésitez pas à faire un grand T comme ça. On s'arrêtera et on réexpliquera plus doucement. Si vous êtes d'accord avec quelque chose aussi, je vous invite à agiter les mains ou à faire un pouce levé. Si vous n'êtes pas d'accord, un pouce en bas ou alors une grosse croix, là, si vous n'êtes vraiment pas d'accord. Au niveau des intervenants du jour, donc il y a Antoine Delaye et Luigi Chiavani qui font partie du groupe citoyen Harmonia.
qu'ils expliqueront qui présenteront rapidement par la suite. On aura aussi le professeur Chesnay, qui est un Suisse et aussi un des porteurs du projet. Moi, je m'appelle Joëlle et je suis animatrice de Namur. Et on a mon collègue ici présent, Nicolas Franca, qui est animateur de Liège chez Financité. Je vais le laisser à l'instant faire la petite introduction sur Financité. Je demande aussi une dernière chose. Est-ce que c'est bon pour vous si on enregistre en plus le débat? Est-ce qu'on peut avoir un pouce? Si quelqu'un n'est pas d'accord, on le rediffusera peut-être sur Facebook après. Ça va, merci. Je demande aussi, s'il vous plaît, de laisser le chat de la plateforme Zoom seulement si vous avez des problèmes de micro. Pour la partie débat, donc les 45 minutes après, comme je vous expliquais, avec les petites règles de parole, c'est beaucoup plus pratique. Enfin, la dernière personne à présenter, c'est Jean Gréban, qui est administrateur de Financité, et lui s'occupera de la modération sur Facebook en regroupant quelques questions et en intervenant pendant du coup les 45 minutes de débat, on s'arrangera ensemble. Voilà, je laisse Nicolas présenter Financité. Merci à tous pour votre présence. Bien, bonsoir à tous. Toujours un plaisir évidemment de voir que nos événements rassemblent autant de monde. L'objet, comme vous le savez, de Financité, c'est d'être un mouvement citoyen qui travaille à ce que la finance serve à un intérêt collectif, à ce que la finance soit la plus éthique et responsable possible. Donc, comme vous le savez également, ce n'est pas une mince affaire. Parmi nos activités, donc, nous sommes habituellement largement sur le terrain, dans la perspective d'expliquer ces concepts économiques et financiers qui sont parfois un peu compliqués, mais qui pourtant peuvent être à la portée de tous. Et nous sommes ce soir exactement dans ce genre d'exemple, où nous avons donc un nouveau concept qui arrive sur la table et que nous allons donc discuter. Le débat est toujours favorisé, bien entendu, dans les sphères de Financité. Et je vois que le professeur Chenet nous a rejoints. Et donc, du coup, je vais en rester ici. Je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire avec une série de questions qui vont être adressées au think tank Harmonia. Et pour ma part, j'interviendrai également pour donner un point de vue général sur cette proposition. Voilà, rentrons directement dans le vif du sujet, je pense. Ça va. Donc, je tiens à préciser, en tant que modératrice de la plateforme Zoom, je me chargerai d'allumer et de quitter les micros quand vous voulez prendre la parole pour que ce soit un peu plus gérable. Et comme l'a dit Nicolas, il se chargera de la conclusion 10 minutes avant la fin pour essayer de regrouper un peu ce qui a été dit et le point de vue Financité sur la question. Voilà, alors pour la première question, pourriez-vous, s'il vous plaît, Antoine ou Luigi, brièvement vous présenter qui est donc ce collectif citoyen Harmonia Microtax. Et je vous donne la parole avec les micros. Voilà. Luigi, tu veux commencer? Non, présente-toi. Hein. Présente-toi. Donc, moi, je suis Antoine Delay. J'ai fait des études d'ingénieur de gestion à lycée Louvain. Et puis après, j'ai travaillé en private equity pour une banque internationale. Et puis depuis quelques temps, je travaille avec Luigi et d'autres pour faire avancer le projet de microtax. Et donc, on se base sur les études du professeur Chenet qui nous a rejoint tout à l'heure pour avoir les chiffres et pour avancer sur le projet. Voilà. Voilà, donc moi je m'appelle Luigi Chiavarini, je suis ingénieur commercial et j'ai un MBA. Je travaille dans l'informatique depuis maintenant plus ou moins 40, non, quand même pas 35 ans, voilà. J'ai eu l'occasion de donner des cours de finance auprès de Ronext il y a une dizaine d'années, de gestion de portefeuille et de gestion de fonds. Et il y a quelques mois, nous nous sommes réunis entre citoyens en se disant, tiens, la microtaxe, c'est quelque chose qui nous semble très intéressant. Le professeur Chenet et son collectif suisse, qui se compose quand même d'une quinzaine de personnes, donc le professeur Chenet est loin d'être seul dans ce collectif, ont des idées qui pourraient peut-être nous suggérer une autre fiscalité. Et donc, nous avons pris à bras-le-corps ce projet et nous avons fait une petite annonce comme ça dans la Libre Belgique en disant, ben voilà ce que c'est la microtaxe. Et nous avons reçu une réaction des lecteurs qui était inattendue, quoi. Inattendue, donc on a eu plusieurs centaines de personnes qui ont commencé à s'inscrire dans notre groupe Facebook. Nous avons eu des rédacteurs qui voulaient avoir plus d'informations.
Nous avons eu quelques partis politiques qui timidement voulaient avoir des informations complémentaires. Donc, le 21 janvier, nous avons décidé de faire une première réunion pour informer un peu tout cet écosystème. Alors, dans cette réunion, nous avions une cinquantaine de citoyens qui étaient assez intéressés par le sujet. Et cette réunion, d'ailleurs, et cette conférence a été enregistrée et postée dans notre site micro-taxe1e.org. Voilà. Alors, qui est Harmonia? Si vous permettez, je vais prendre 2 minutes pour présenter Harmonia. Donc, nous avons défini une mission, une vision et des valeurs. La mission, c'est de concevoir et valider des solutions pragmatiques et pérennes en matière sociale pour aider nos citoyens, nos politiques à pouvoir raisonner, à pouvoir avoir des idées. La deuxième, c'est informer et éduquer les acteurs sociaux, médiatiques, économiques et politiques de la faisabilité des solutions que nous proposons. Et vous allez voir, pendant la conférence, nous allons être très pragmatiques et très chiffres, parce qu'il est inutile de parler fiscalité sans parler chiffres. Donc voilà, nous avons pris le parti de commenter, de donner des exemples par rapport à ça. Alors la vision, elle est simple. Le citoyen ne doit pas attendre de l'État qu'il envisage des solutions à long terme, parce que les représentants s'œuvrent à résoudre des épiphénomènes à court terme et préserver les intérêts particuliers et surtout de pouvoir résoudre le problème de la prochaine échéance électorale qui est leur long terme à eux, en fait. Donc, les solutions à long terme ne peuvent être conçues que par les citoyens, ou en tout cas proposées par les citoyens. Nous sommes un groupe humaniste, donc nous sommes absolument transpartisans. Évidemment, chacun d'entre nous a des idées en termes de philosophie politique, mais nous n'exprimons aucunement ce genre d'idées lorsque nous avons nos réunions de réflexion par rapport à la microtaxe. La microtaxe, c'est notre credo. La microtaxe, c'est plus que notre credo. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un miracle. C'est quelque chose qui est tout à fait applicable et nous allons essayer, en tout cas, de vous en convaincre. Alors, nous sommes organisés assez simplement. On a un organe central, un bureau de coordination des ambassadeurs et ambassadrices et un comité scientifique pour valider les informations techniques que nous allons vous présenter. Et alors, nous essayons d'approcher, disons, les différents acteurs économiques, c'est-à-dire les universités, fiscalistes, des bureaux d'études économiques et politiques, les citoyens, bien sûr, qui sont notre principale audience, les partis et l'Union européenne qui devra à un certain moment, contrairement à nos amis suisses, faire partie de notre débat, et également donc les services clubs et associations et lobbies. Donc voilà, ça c'est la présentation briève de Harmonia. Maintenant, je laisse peut-être la parole à Antoine si tu veux ajouter quelque chose. Donc voilà, je pense que tout a été dit. Hein. Peut-être que le professeur Chenet pourrait se présenter aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Peut-être brièvement ou alors au moment de la question qui lui est réservée. Ou alors en quelques mots avant de passer au principe général de la microtaxe. Juste en quelques mots. Je réactive le micro du professeur. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je suis très content qu'on puisse commencer, parce que j'espère que ça ne sera qu'un début, à travailler ensemble. Pour ce type de réunion, la crise du coronavirus ouvre des opportunités justement de travailler avec ce type d'outils. J'espère qu'à l'avenir, on pourra avoir des réunions avec des représentants de différents pays, de différents groupes intéressés à ce type d'idées. Donc, que je me présente en 2 mots, avec plaisir. Donc, je suis binational, français et suisse. Je travaille à Zurich depuis 2003. Et puis, il y a environ 7-8 ans, Monsieur Bolliger, Félix Bolliger m'a contacté, un ancien banquier. Et il avait eu cette idée de microtaxe. Il m'a présenté son article, ses réflexions, que j'ai trouvé très intéressantes. Et puis, peu à peu, on a décidé d'aller de l'avant. En Suisse, on dispose d'une démocratie directe, ce qui donne beaucoup de marge de manœuvre. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où un certain nombre de personnes essayent de pousser une idée, ça peut devenir très concret. En l'occurrence, si on a déposé un projet à la chancellerie qui est en ligne, hein. Nous, on a notre site aussi, microtax en anglais, sans e.ch. Et donc, le texte existe en français, en allemand et en italien, et en anglais aussi d'ailleurs. Et donc, une page, très simple. Hein. Le code des impôts aux États-Unis correspond à, donc tout le monde est bien assis, à 75 000 pages. Là, on a déposé une page. Pas besoin d'avoir de doctorat en économie
ou en droit ou en comptabilité pour comprendre. C'est très simple. On est pour ou on est contre après. Et on a 18 mois pour recueillir 100 000 signatures. Bon là, le processus de récolte des signatures a été interrompu à cause de la crise du coronavirus. Donc, on va redémarrer en juin. Donc, on aura 2 mois de plus pour recueillir les signatures. Et bon, effectivement, ça ne laisse pas indifférent. Alors, ce qu'on a fait en Suisse… J'ai encore 1 minute, vous me dites si je déborde là. Peut-être, ça va, peut-être juste 1 ou 2 phrases. D'accord, 1,5. Juste pour vous dire qu'on a lancé à court terme une autre initiative en disant, voilà, le coronavirus, c'est une crise, on a une solution pour financer les indépendants, donc les thérapeutes, les chauffeurs de taxi, les coiffeurs, coiffeuses. Introduisons pendant 3 mois la microtaxe. Ça permet à l'État de financer toutes ces personnes sans augmenter la dette. J'en ai terminé. Merci. Ça va. De toute façon, on y reviendra avec la dernière question qui Okay. vous était réservée. C'est pour ça, mais ça servira de teaser. Merci beaucoup. Okay. Du coup, pour la deuxième question, pourriez-vous nous expliquer, Antoine, le principe général de la microtaxe? S'il te plaît, et je te donne la parole. Ah oui, bien évidemment. Donc, en fait, qu'est-ce que d'abord, tout d'abord, c'est quoi une bonne taxe? Une bonne taxe, c'est une taxe qui rapporte beaucoup au gouvernement, qui n'entraîne pas de révolte des citoyens, qui n'entraîne très peu de distorsion de marché. Et donc, pour rapporter beaucoup, une taxe doit avoir une assiette fiscale extrêmement large, d'accord? Être difficile à éviter et facile à collecter. Sinon, ça veut dire que si c'est difficile à collecter, ben vous allez mettre beaucoup de personnel derrière pour pouvoir récolter cette taxe. Donc, du coup, une partie de vos coûts de taxe seront déjà utilisés par le personnel que vous allez mettre derrière. Et donc, la microtaxe satisfait parfaitement à ces 3 critères, parce que son assiette est extrêmement large, puisque c'est l'entièreté des transactions financières. Son taux est très faible, puisque c'est moins de 0,5%. Et en même temps, chacun paierait exactement la même chose en fonction du nombre de transactions que l'on fait et du montant, totalement de la transaction, puisque c'est 0,5% du montant. Et donc, la microtaxe, c'est quoi? C'est en fait passer d'une situation où on impose, in fine, toujours les plus-values, les bénéfices, les capitaux, vers une situation où on taxe le flux. C'est-à-dire où lorsque vous allez faire des allers-retours financiers, eh bien, vous allez payer une taxe à chaque aller-retour financier que vous allez faire. Et donc, le but, c'est quoi? C'est de remettre le citoyen au cœur du système fiscal, et pas seulement pour payer et pour continuer à, on va dire, alimenter la machine belge, mais aussi pour déterminer et pour avoir une influence sur les choses. Alors, par exemple, donc la taxation sera très infime, comme je l'ai dit, donc c'est 0,37% si on prend les chiffres de 2019, c'est 0,45% si on prend les chiffres de 2018, puisque chaque année, le nombre de transactions augmente. Alors, c'est toutes les transactions, que vous fassiez des transactions sur la bourse, sur les produits dérivés, que vous alliez acheter votre pain, que vous payez que vous receviez votre salaire, etc., mais aussi sur l'ingénierie fiscale. Et ça, c'est intéressant parce que quand une entreprise fait de l'ingénierie fiscale, elle le fait entre 2 pays. Prenons un cas simple pour la Belgique, c'est un prêt entre le Luxembourg et la Belgique au sein d'une société avec un certain taux d'intérêt. Et donc, du coup, la société a une charge en Belgique, un bénéfice au Luxembourg, et le bénéfice est taxé au Luxembourg. Et donc, du coup, dans ce cas-là, chaque transaction qui serait faite vers le Luxembourg serait imposée. Et donc, du coup, il n'y a plus lieu de faire de l'ingénierie fiscale. Donc, très concrètement, la microtaxe, c'est une taxation extrêmement infime sur chacune des transactions que vous faites. Merci, merci Antoine. Jusque-là, j'ai l'impression que tout va bien. En tout cas, il n'y a pas trop de sourcils français. Et alors, comment voyez-vous l'implémentation de la microtaxe? Oui, donc à ce niveau-là, évidemment, c'est un parcours du combattant. Contrairement en Suisse, où le trajet est déjà défini avec une votation à la clé, ici, dans nos territoires en Europe, ce sera un peu plus compliqué. La première chose, en tout cas, chez Harmonia, que nous nous sommes donnés comme objectif, c'est de faire tout simplement connaître le concept de la microtaxe. Et Joël, et je remercie Financité et Joël de nous permettre d'en parler.
à un maximum d'opérateurs économiques, les citoyens, les entrepreneurs, les politiciens, le monde académique, économique et les fiscalistes, évidemment. Parce que c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle façon de parler, de penser et de parler de la fiscalité. C'est un think out of the box, tant utile aujourd'hui parce que peu d'économistes ou peu de personnes qui ont autorité à parler dans les médias aujourd'hui offrent des solutions innovantes. En fait, elles retournent toujours vers des recettes qui ont amené à la situation actuelle. Donc, et comme le disait un célèbre mathématicien, on ne sait pas résoudre les problèmes avec les ingrédients qui ont créé ce problème. En fait, il faut penser autrement. Ce mathématicien, c'était Einstein, donc c'est pas n'importe qui. Donc voilà. Donc la microtaxe est parmi les outils. L'outil qui permettra justement de résoudre cela. Alors, nous avons proposé à différents partis nationaux de nous écouter, de voir comment est-ce qu'eux pourraient porter ce message à l'intérieur de leurs troupes. Nous avons été entendus par certains d'entre eux, mais évidemment, puisque nous existons depuis 3 à 4 mois, il faut également que eux s'organisent pour pouvoir intégrer ce genre de message à l'intérieur de leur plan. Et enfin, et ça c'est dans un horizon, à mon avis, de 4 ou 5 ans, c'est de proposer, de faire passer et de légiférer au niveau des parlements nationaux des parties de la microtaxe qui seront le plus simplement appliquées. L'objectif étant de remplacer toutes les taxes en cours aujourd'hui par la microtaxe. Nous allons voir plus tard dans une simulation que c'est tout à fait possible et dans différents pays européens. Et alors, évidemment, il y a l'Europe. Chez nous, donc, il va falloir que tout cela passe au niveau européen parce que, comme vous le savez, certaines matières nationales sont de l'ordre de l'Europe et notamment la TVA, qui est régie par l'article 90 des traités européens. Et donc, dans ce contexte-là, nous devons passer au niveau de l'Europe pour pouvoir bypasser, en tout cas pour pouvoir légiférer la microtaxe pour remplacer la TVA éventuellement. TVA, qui est le principal moyen d'alimentation de l'Europe, puisque une grosse partie des TVA nationales s'en va en Europe dans le budget européen. Ça, c'est un premier plan. Le deuxième plan, évidemment, c'est de faire prélever, la microtaxe sera prélevée par les banques, et donc, dans ce contexte-là, la BCE pourrait être un vecteur pour nous aider à faire passer la microtaxe. Donc, la BCE, en coordination avec les banques nationales, pourrait demander de prélever la microtaxe au niveau des différentes banques nationales et les mettre dans les différents trésors publics de façon à pouvoir alimenter les recettes. Alors, le gros avantage de passer par la BCE, c'est que pour qu'il y ait un vote, la BCE a besoin du vote des 2/3 des participants. Au niveau de la communauté européenne, pour légiférer, il faut 100% soient d'accord. Il est difficile que 28 pays soient d'accord en même temps, comme vous l'avez déjà sans doute vu dans d'autres décisions. Voilà, donc ça c'est un peu les différentes alternatives que nous avons. Le chemin est long, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que nous avons une réception au niveau du public, des citoyens et de l'écosystème qui est très, très, très positive, très ouverte. Merci. Merci pour la réponse. Comme je vois que personne n'a l'air en choc pour le moment, on peut continuer. Pour la question 4, alors, quelle serait donc la base taxable de la microtaxe? Alors, en fait, la base taxable, comme je dis, c'est l'entièreté des transactions qui sont effectuées dans une zone monétaire, en l'occurrence ici, par les banques, par les acteurs privés, par tout un chacun. Et donc, en fait, quand on regarde, par exemple, la base taxable au niveau, donc pour l'instant, c'est le PIB belge, donc c'est 472 milliards de dollars annuellement, et de ça, on prend 56%, et ça fait le budget de l'État belge. Si on regarde au niveau de la dette, on est plus ou moins à 100% du PIB, donc ça fait environ 472, 473 milliards, quelque chose de ce genre-là. Mais en fait, quand on prend la microtaxe, juste les transactions sur les produits dérivés dits OTC, alors juste pour vous expliquer en 2 mots ce que c'est un OTC, c'est over the counter, donc en fait, si vous voulez, c'est un produit dérivé sur les commodités, donc c'est juste une toute petite partie des produits dérivés. Et ça, au niveau mondial, on est à 750 000 milliards de dollars de transactions. Si on prend l'entièreté des transactions qui sont faites par le système financier au niveau mondial, c'est estimé entre 2 et 2,3 millions de milliards de dollars au niveau mondial. Donc, c'est des chiffres qui sont totalement énormes. Si on prend maintenant le cas strictement belge,
d'après la Bank International of Settlement, on a un volume de transactions qui est très très élevé en Belgique, mais principalement dû à Euroclear, qui est une banque de traitement qui en fait, Euroclear, c'est ceux qui enregistrent toutes les transactions vers le New York Stock Exchange, donc la bourse de New York, en Belgique pour l'entièreté de l'Europe de l'Ouest, donc France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Luxembourg. Et donc, Luigi va maintenant vous expliquer exactement ce que nous, on a pris comme base et comment est-ce qu'on voit les choses. Vas-y, Luigi. Ma connexion Internet est instable. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Joël, je ne sais pas ce qui est prévu parce que je devrais partager mon écran puisque je vais montrer des chiffres. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, bien sûr. Tu sais le faire? Oui, je vais le faire. À moins que tu avais prévu quelque chose, mais je vais le faire. C'est peut-être plus simple. Non, mais sinon, je peux le faire, je l'ai déjà. Voilà, je l'ai, voilà. Donc, je vais vous partager mon écran qui est en fait une simulation sur 3 scénarios. Dites-moi si vous l'avez. On l'a, mais il faudrait peut-être faire un petit zoom à droite de ton PDF. Voilà, pour que les chiffres soient lisibles. Un peu plus, à mon avis. Ouais, au max que tu puisses. Voilà, là, c'est déjà mieux. Merci. Vous voyez? OK. Donc là, en fait, d'où viennent ces chiffres, en fait? Voilà, ces chiffres viennent d'un travail que M. Simon Torp a fait, où il a repris, et je crois que M. Simon Torp est dans notre conférence, si je ne m'abuse. Ce serait vraiment sympathique de sa part s'il pouvait se manifester. Simon Torp, T-H-O-R-P-E. Il m'a dit qu'il allait peut-être nous rejoindre, mais quoi qu'il en soit, donc M. Simon Torp est un chercheur du CNRS, en charge du laboratoire d'intelligence artificielle, et il s'est passionné de finance et a compulsé l'ensemble des données de BIS, Bank of International Settlement, de façon à pouvoir avoir une visibilité sur les différentes transactions qui passent sur un pays par année. Et il l'a fait depuis 2010, donc il a une historique assez importante. Dans le document que vous trouverez sur notre site, vous aurez tous les liens pour aller chercher ces informations si vous le désirez. Alors, donc, nous avons aussi cherché les données fiscales en Europe sur la communauté européenne, sur la Belgique pour les comptes de l'administration belge sur le budget fédéral et l'agence de la dette en France. Alors, de cela, qu'est-ce qui en ressort? Eh bien, vous voyez ici que j'ai indiqué dans la troisième colonne les recettes fiscales en dollars, parce que tout est exprimé en dollars dans le tableau. Les recettes fiscales nécessaires pour faire fonctionner le pays, ce sont des chiffres de 2018. Donc, pour ce qui nous concerne en Belgique, donc 236 millions de recettes fiscales pour faire fonctionner notre pays. Notre assiette fiscale avec la microtaxe serait de 53 milliards 300 millions. Non, 53 milliards 300 milliards de dollars. Aujourd'hui, notre PIB est de 533 milliards. Donc, nous avons pris ici une assiette fiscale qui correspond à 100 fois le PIB parce que dans BIS, l'assiette fiscale belge, le nombre de transactions qui est enregistré dans BIS est de 1000 milliards de dollars, du fait que toutes les transactions des marchés financiers Euroclear qui passent sur le territoire européen sont comptabilisées sur Euroclear Bruxelles. Donc, nous n'avons pas voulu exagérer les chiffres et nous avons tenu ces chiffres d'une façon très conservatrice. Alors, ce que ça nous permet de faire, ce genre d'exercice, c'est de voir en Belgique, pour pouvoir réussir à assurer les recettes fiscales de 236 milliards, combien faudrait-il percevoir de microtaxes sur la nouvelle assiette fiscale, c'est-à-dire l'assiette fiscale de 53 milliards. Eh bien, nous voyons ici que c'est de 0,44% pour 2018. Et avec ça, nous allons pouvoir assurer un financement de toutes les recettes fiscales nécessaires au fonctionnement de l'État, en éliminant, et c'est important, en éliminant toutes les autres taxes. Donc, ici, j'ai tenu compte qu'on élimine toutes les autres taxes, donc la TVA, taxe de circulation, les cotisations sociales, cotisations professionnelles, les taxes de bourse, les taxes sur les distributeurs de billets pour le secteur bancaire, les taxes sur les assurances. En fait, toutes les autres taxes sont éliminées, puisque toutes ces autres taxes font partie des recettes fiscales actuelles.
Un autre exercice que nous avons fait, on s'est demandé, ben oui, mais chacun de ces pays est endetté d'une façon continue, donc qui est vraiment, on pense jamais en fait dans aucun pays à rembourser le capital de la dette. On en paye les intérêts, mais jamais le capital. Alors, l'exercice ici a consisté à regarder à combien de dettes nous avions en 2018. C'était de 460 milliards de dettes, donc on a une dette presque équivalente au PIB. 460 milliards de dettes accumulées en euros, donc 501 milliards en dollars. Et on s'est demandé, mais combien de temps faudrait-il pour pouvoir, d'une façon raisonnable, rembourser cette dette? Eh bien, en remboursant cette dette dans un horizon de 5 ans, il faudrait percevoir pendant ces 5 années 0,63%. Ces 0,63% permettrait d'assurer les recettes fiscales du pays, en tout cas ici de la Belgique, et également de rembourser sa dette dans un horizon de 5 ans. J'ai fait l'exercice sur la Belgique. Vous voyez, on peut avoir les chiffres pour le Royaume-Uni, le Pays-Bas, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et l'Espagne. Le troisième exercice que nous avons fait, et d'ailleurs des économistes aujourd'hui commencent à en parler de plus en plus, c'est le revenu universel. Donc, des économistes de renom comme M. Calatay, de Calatay et M. Coleman citent souvent dans la presse le fait qu'un revenu universel ne serait pas quelque chose d'absurde dans la situation où nous nous trouvons. Et donc, nous avons regardé que faudrait-il de microtaxes sur une assiette fiscale microtaxe pour pouvoir assurer un revenu de subsistance à chacun des citoyens. Alors, simplement, nous avons regardé, bon, le SMIC, le SMIC en Belgique est de 1500, non, le SMIC en Belgique est de 1453 dollars. Non, 1557 euros, excusez-moi, c'est en euros, 1557 euros. Si on prend 60% du SMIC, à ce moment-là, on peut avoir l'équivalent de ce qui est considéré comme étant le seuil de pauvreté en Belgique. Donc, c'est 1018 dollars. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est on regarde combien faudrait-il pour assurer la recette fiscale, rembourser la dette en 5 ans et obtenir pour chacun des 11 500 000 habitants belges ou citoyens belges un revenu de 1018 dollars par mois. Eh bien, c'est 0,90%. Donc, nous sommes en dessous. Nous sommes en dessous, en fait, de 1%. Hein. À moins de 1% appliqué sur cette assiette fiscale, nous pouvons faire ces 3 exercices ou choisir l'un des exercices. Donc, c'est du concret. Ce sont des chiffres qui sont publics. Ils ne sont pas inventés. Ils sont disponibles d'une façon tout à fait libre sur le réseau et ils sont validés par des institutions quand même de renom, comme les communautés européennes, comme la Bank of International Settlement et comme le Bureau du Plan. Voilà. Ça va. Merci Luigi. Est-ce que tu sais du coup arrêter de partager ton écran pour le tableau? Comme je vois que l'heure tourne et qu'il reste encore 2 questions, dont une qui reviendra au professeur Chesnay. Alors, est-ce qu'il est possible... Oups, pardon. C'est bon, j'ai failli fermer la conversation sans faire exprès. Est-ce qu'il est possible du coup de répondre assez brièvement à une question qui me semble intéressante? Antoine, tu as parlé pas mal des bourses et des produits dérivés par exemple. Alors, quel impact aurait la microtaxe sur, par exemple, le trading à haute fréquence et sur la spéculation? Alors, tout d'abord, il faut savoir que les transactions financières en Belgique sont déjà taxées de 2 manières différentes. Il y a la TTF et l'équivalent de la Tobin, mais qu'ils ont un peu changé. Donc, au final, vous avez déjà deux impôts sur les taxes boursières. Donc, quand vous investissez en bourse, vous payez déjà. Ici, la microtaxe proposée donc dans le cas de Luigi, si on prend la première colonne à 0,44, en fait, on ne fait que doubler la taxe qui est déjà actuellement en vigueur, puisque, par exemple, pour l'instant, si vous investissez c'est un peu technique, mais sur les taux de change, en Belgique, vous payez déjà 0,12% de la transaction en impôts, par exemple. Et donc, d'une part, on surestime souvent l'impact que va avoir une microtaxe sur des montants financiers colossaux. En réalité, comme les bénéfices sont très élevés sur des micro-variations, l'impact sera assez négligeable. Si on prend par exemple un investissement que vous feriez aujourd'hui sur la bourse de New York, à l'heure actuelle, au total, votre
droits d'entrée en bourse, parce que donc, vous allez payer la bourse de New York pour recevoir votre argent, plus les impôts belges, plus les frais de change, vous payez environ entre 280 et 350 euros par 10 000 euros investis en fonction de votre banque. Ici, si on prend une microtaxe à 0,44, vous allez payer 44 euros supplémentaires. Donc, au lieu d'arriver à 350, vous arriverez à 390, enfin à 394, mais il faudrait retirer la taxe des 350, donc vous serez plutôt à 380, 375. Donc, l'augmentation n'est pas si grande que ça pour les flux financiers. La différence, vraiment, c'est que c'est l'entièreté des flux financiers et non plus juste une partie au niveau des bourses. Parce que, par exemple, pour l'instant, les produits dérivés ne sont pas taxés. Donc, enfin, très peu taxés. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qui va augmenter, mais ce sera la même taxe que si vous alliez en bourse. Donc, la différence n'est pas énorme. Ensuite, si on se base de l'étude qui a été faite par Can Quinn Roberts en 2014, en fait, ils ont comparé le volume des transactions depuis 1960 jusqu'à l'heure actuelle par rapport au PIB. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'en 1960, le volume des transactions par rapport au PIB, c'était 8 fois le PIB. Maintenant, on est dans la plupart des pays du monde à plus de 100 fois le PIB. Donc, il y a une certaine exagération. Si on perd un tout petit peu cette exagération, ce n'est pas dramatique non plus. La spéculation est importante pour que les investisseurs puissent sortir du marché, puissent aller et venir dans le marché comme bon leur semble. Maintenant, si on diminue un tout petit peu l'exagération qui a été faite ces dernières années, ça ne va pas être extrêmement dramatique. Et donc, par exemple, si on prend un fonds d'investissement spéculatif qui va acheter 100 000 fois ou 1 million de fois la même action sur la journée via un ordinateur qui va donc faire 1 million de transactions fois une action, eh ben, il paiera quelques centimes. Hein. Je veux dire, ce n'est pas non plus des montants qui sont hors de propos. Et donc, pour moi, il y aura un très faible impact sur réellement la finance et sur le volume de transactions qui sera effectué par les banques et par les assurances. Ça va. Merci, merci Antoine. Alors du coup, comme l'heure tourne et qu'on aimerait quand même laisser la parole aux citoyens, citoyennes, c'est un sujet complexe, donc j'imagine qu'il y aura un peu des questions dans tous les sens. Je laisse la dernière question au professeur Chesnay, question qui nous concerne toutes et tous en ce moment. Alors, est-ce que la microtaxe finalement pourrait être une solution en ce qui concerne le règlement de la crise du coronavirus? Et je vous laisse la parole. Oui, ce serait une solution, effectivement, car les États sont en train de s'endetter énormément. D'abord pour renflouer les grandes banques. Donc ça, il faut voir l'effet positif ou négatif sur l'économie réelle. Et puis partiellement pour renflouer l'économie réelle. Donc il faut trouver une solution qui permette d'aller de l'avant sans augmenter le niveau de dette. Et c'est précisément la microtaxe, qui pourra être implémenté de manière simple, rapide, et donc c'est ce à quoi j'ai fait allusion, ce qu'on propose en Suisse pendant 3 mois, pour justement apporter une aide financière à tous les laissés pour compte. Donc il y en a beaucoup en Europe de travailleurs indépendants, encore une fois, qui risquent de tomber en faillite. Ça pourrait financer un revenu de base qui a été mentionné précédemment. On pourrait faire beaucoup de choses rapidement et de manière efficace. Et pour cela, il faut regrouper nos forces, effectivement, et pousser cette idée dans différents pays. Oui, donc c'est effectivement une très bonne solution à l'heure actuelle. Ça va, merci. Merci pour la réponse. Alors, est-ce qu'il y a déjà peut-être une première vague de questions purement de compréhension sur la mécanique qu'il y a derrière la microtaxe? Oui, Émilie? Alors, attends, le micro, je m'en occupe. Oui. Je précise que je n'ai aucune formation en économie. Donc... vous m'entendez? Ça va. C'est bon. Je disais que je précisais que je n'avais aucune formation en économie et que donc ma question risquait d'être naïve aux yeux des experts. Bon, ce n'est pas grave, je me lance. Est-ce que la microtaxe nécessite forcément d'être instaurée à une échelle internationale?
Parce que dans l'exemple que donnait Antoine, des transactions intergouvernementales, donc entre la Belgique et le Luxembourg, je ne sais pas qui décide quoi en fait. Est-ce que c'est une... Enfin, voilà la question. Est-ce qu'elle nécessite forcément un accord ou bien au niveau intergouvernemental ou bien au niveau européen? À quelle échelle l'accord doit être conclu pour que ça devienne efficient? C'est une excellente question. Donc, aucun complexe là-dessus. Alors, qui voudrait y répondre? Comme vous voulez. Ok, on fait plouf plouf, non? Alors, je sais pas. Peut-être le professeur qu'on n'a pas encore beaucoup entendu? Si vous voulez. Je pense qu'on peut aller de l'avant au niveau d'un pays et que si un pays prend la décision justement d'instaurer une microtaxe, ça sera un avantage pour ce pays. On parle dans l'Union européenne depuis longtemps de la taxe Tobin et si finalement l'éléphant qui accouche de la souris, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Donc le premier pays qui va mettre en place cette taxe aura beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de ce qu'on appelle la finance casino, la finance déconnectée de l'économie qui aura tendance à partir à l'étranger justement. Et inversement, si on prend le cas de la Belgique, eh bien, ce pays pourra attirer des entreprises situées en France, en Allemagne, en Hollande, qui vont se dire « Ah, en Belgique, le système est encore plus simple qu'avant, moins bureaucratique, on paye moins d'impôts, vraiment, on veut en profiter. » Donc, pour répondre directement à la question, oui, un pays peut aller de l'avant et c'est ce qu'il faut essayer de faire. Oui. Et s'il y a d'autres pays qui se joignent au premier pays, tant mieux, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait un accord à 10 ou 20 pays. Ça va. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, alors, dans l'ordre, oui. Donc, il me semble que c'était du coup Pauline, Jean, et alors après, Émilie de nouveau. Pauline en premier. Je t'active ton micro. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je voulais savoir, en fait, qui serait prélevé, admettons qu'il y a un virement qui part vers l'international, est-ce que c'est le pays de qui part le virement qui est taxé ou c'est, enfin, qui récupère la taxe ou c'est le pays à l'arrivée ou est-ce que la taxe est du coup divisée en deux si on imagine être quelques années plus tard avec ce système à l'international? Antoine? Je t'active. C'est bon. En fait, donc en fait, c'est chaque transaction de débit-crédit qui est taxée et en fait, c'est la moitié de la taxe au débit et la moitié de la taxe au crédit du compte. Donc, par exemple, si on prend le cas que vous soulevez, j'envoie 100 € en Luxembourg, je paierai moi 0,225 et au Luxembourg, ils payeront ce que le Luxembourg veut, quoi. Ça va. Merci. Il y avait Jean juste après. Ah, je t'active. Ouais, alors. C'est bon, Jean. Je crois que c'est bon. Je vais juste aller à une question que j'ai reçue sur Facebook de quelqu'un qui me suit sur le live et qui se posait la question en fait de l'impact de la microtaxe pour les gens qui ne payent pas d'impôts aujourd'hui, donc des locataires sociaux par exemple, ou certains pensionnés avec un niveau assez faible. Est-ce qu'eux ne vont pas être pénalisés par la microtaxe? Alors, peut-être la moitié de la réponse Luigi et l'autre Martin. J'active. C'est bon. Donc, en fait, dire que les allocataires sociaux ou les plus démunis ne payent pas de taxes, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'ils payent la TVA comme tout le monde, ils payent les accises sur l'essence, ils payent les droits de succession s'ils en ont, ou les droits d'enregistrement s'ils ont eu un accès à une certaine propriété à un moment de leur vie. Donc, dire qu'ils ne payent pas de taxes, c'est faux. Donc, ils payent des taxes. Il faut savoir qu'en Belgique, en fait, effectivement, la moyenne de la population paye 45% de taxes. Ici, elle ne paierait que 0,47, comme vous l'avez vu. Donc, je répète, elle ne paierait plus 45%, mais 0,47%. OK? Mais 45%, c'est aussi abusif parce que c'est 45% en moyenne. Si on regarde le citoyen paye en Belgique 70% de taxes sur ses revenus. C'est-à-dire que sur 100 qu'il gagne, il va payer 70 dans les différentes taxes, que je répète, ne sont pas nécessairement et uniquement les précomptes professionnels, les cotisations sociales, mais également
la TVA, les accises, les droits d'enregistrement, les taxes communales, et j'en passe, eh bien, toutes ces taxes vont être effacées, en fait, pour une microtaxe qui sera de 0,45%. Donc voilà, non, les allocataires sociaux ne seront pas imputés, au contraire, par ce genre de taxes. Merci Luigi. Est-ce que le professeur voulait compléter la réponse? Non, la réponse est parfaite, donc je ne vais pas répéter. Ça va. Ouais, il y a un temps mort de la part de Didier. Je t'active. Oui, Didier. On ne t'entend pas, Didier. C'est peut-être les écouteurs. Non, toujours pas. Et Didier, écris-moi sur le chat et je ferai porte-parole, ça va? Ok, alors dans l'ordre, il y avait avant Martin, Émilie de nouveau, Pauline et après Pierre. Si on pouvait essayer de suivre les doigts, ce serait plus facile. Merci. Martin en premier. Alors, j'arrive. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Super. Merci pour le débat. Donc c'est très intéressant, mais ça semble un peu trop beau pour être vrai en fait. Et donc pour moi la question principale qui est souvent éludée dans ce genre de débat, c'est de voir qui va payer à la fin. Comment va être réparti l'effort fiscal entre tous les agents dans l'économie. Donc si on regarde par exemple, j'ai fait un petit compte, moi personnellement, dans mon ménage sur le mois de décembre, donc un gros mois quand même. Si on appliquait une taxe de 1% sur toutes mes transactions, j'en aurais pour 200 € d'impôts. Mais donc, par rapport à ça, je gagnerais tous mes impôts sur le revenu, on va dire, allez, 2000 € pour mon ménage. Donc, ça veut dire que pour les ménages, ben, c'est génial. Sans compter la TVA, on a déjà une diminution totale de la fiscalité. Ça veut dire que les ménages ne contribuent presque plus à la fiscalité. Les entreprises payent aussi beaucoup moins. Mais donc, du coup, qui paye au final? La seule réponse que j'ai à cette question, c'est les banques. Et à mon avis, ben là, c'est peut-être que si vous avez des chiffres, ça m'intéresse, c'est de montrer que quelle est la part de chaque partie de la population. Donc, si on simplifie, on peut dire les ménages, les entreprises, les banques, peut-être. Peut-être que c'est plus complexe. Et donc, une manière de répondre aussi à ça, c'est de montrer en pourcentage, dans vos 53 milliards qui sont taxables, quel est le montant qui est juste échangé par les banques. Donc, quels sont les virements purement financiers, si vous préférez, dans cette base de 53 milliards pour voir ce que représenterait l'effort des banques. Parce que pour moi, justement, si les banques payent l'entièreté du truc, on ne peut pas demander aux banques de payer pour 300 milliards de taxes. Et donc, du coup, dans un pays comme la Belgique, où on a l'Union européenne, les banques vont tous se barrer et faire des affaires à l'étranger sans devoir payer la taxe en Belgique. Voilà, merci pour vos réponses. Ça va, je crois qu'il y a mon collègue Nicolas qui voulait vous répondre, si je ne m'abuse. Non? Ok, ça va. Il interviendra après, de toute manière. Alors, du coup, lequel du collectif souhaiterait répondre? Moi, je veux bien répondre, en fait, mais j'ai oublié, mon micro était déjà défait. Vous m'entendez ou pas? Oui. Donc, en fait, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a 3 types de banques différentes. Vous avez les banques de dépôt, qui sont grosso modo les banques où vous êtes, ING, BNP, KBC, etc. Puis après, vous avez les banques d'affaires, qui, elles, sont des banques un peu plus compliquées. Et puis après, vous avez les banques d'investissement pur. Et alors, les banques d'investissement pur, ça, ce sont des fonds d'investissement, ce sont des gestions de patrimoine, etc. Les banques de dépôt, elles ont une activité qui est très simple, c'est gérer votre argent au day-to-day et vous garantir et changer en fait une capacité d'achat à un moment, enfin une capacité long terme d'achat en achat court terme. Pour ces banques-là, l'augmentation due aux transactions ne sera pas très élevée. Pour les banques d'affaires et les banques d'investissement, par contre, là, les transactions sont beaucoup plus importantes parce que ça investit en bourse, ça investit sur des... Bon, après, c'est un peu technique, mais ça investit sur des actifs boursiers et des actifs financiers qui sont beaucoup plus complexes. Et ces actifs financiers plus complexes engendrent plus de transactions. Par exemple, alors après, c'est un actif un peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer en 2 mots. Si vous investissez sur un ETF, c'est un tracker. Donc, vous avez un sous-jacent qui fait ça et votre tracker, il va faire ça. Okay, très simplement, c'est ça.
Si vous investissez sur un ETF, par exemple, rien que pour investir dans l'ETF, vous avez déjà 25 ou 30 transactions qui sont effectuées. Pourquoi? Parce que pour permettre un effet de levier, l'ETF va emprunter la même somme que celle que vous mettez pour faire une transaction plus importante et pour faire de multiples transactions. Et donc, effectivement, c'est lorsque vous allez utiliser des actifs financiers, il ne faut pas se leurrer, quand vous utiliserez des actifs financiers type ETF, OTC, etc., ben là, vous payerez beaucoup plus de taxes. Maintenant, au vu de vos têtes, je vois que personne ne sait ce que c'est un ETF, un OTC, etc. Donc, vous ne payerez pas, enfin, vous ne payerez pas plus en tout cas. Ça va, oui. Comme il y avait pas mal d'autres questions, on va peut-être pas partir sur les produits dérivés parce que sinon on en a. Mais c'est juste pour le dire. Oui, ça va, t'inquiète pas. Pas de souci. Et merci. M. Chenet aimerait bien ajouter un truc. Non, éventuellement, enfin, s'il y a une seconde, si vous voulez. Oui, ça va. Nous sommes confrontés à une situation actuelle qui s'appelle la financiarisation de l'économie. Donc, effectivement, vous avez des acteurs financiers qui ont pris un pouvoir énorme et qui ne payent pas la TVA. Il faut le savoir, les transactions financières ne sont pas soumises à la TVA. Donc, l'idée, c'est un peu de rééquilibrer. Donc, qui va payer la taxe? Monsieur, vous avez posé une question. Ceux qui effectuent les transactions, plus que d'autres. Alors, la plupart des ménages, effectivement, vont payer moins d'impôts. La plupart des entreprises, moins d'impôts aussi. Mais qui va payer? Pas seulement les banques. Vous avez ce qu'on appelle la finance de l'ombre, donc des fonds spéculatifs. Ils vont payer, bien sûr, plus d'impôts. Vous avez des grandes entreprises qui effectuent beaucoup de transactions aussi. Donc, ce ne seront pas seulement les banques qui vont payer plus. Voilà. Merci. Est-ce que je peux continuer à prendre les questions dans l'ordre? Luigi, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur cette réponse-là et après, je laisserai la parole, notamment, je n'ai pas oublié la question de Didier. Ah, pardon, le micro, j'arrive. Oui, en fait, non, ce n'est pas pour compléter, la réponse était complète. Je voulais tout simplement souhaiter la bienvenue à M. Simon Torp qui vient de nous rejoindre. Et M. Simon Torp, en fait, est l'auteur de l'ensemble du travail sur les données de Bank of International Settlement qui nous a permis de faire toutes ces simulations. Et si tu permets, Joël, j'aimerais bien que M. Torp se présente et donne la portée des travaux qu'il a déjà effectués sur la microtaxe. Oui, sauf qu'il y avait juste quelques questions qui étaient en cours. Est-ce qu'on peut au moins prendre celle de Didier qui avait fait un gros temps mort et je pense qu'il voulait clarifier quelque chose de très important avant de laisser la parole? Ça va pour vous? Très bien. Alors, je fais du coup la porte-parole de Didier qui avait demandé: peut-on préciser le calcul des 75% de taxes payées? D'où vient ce chiffre? A-t-on déduit les allocations familiales que je touche, le remboursement du docteur, etc. Sans mettre une question essentielle. Est-ce que l'un d'entre vous peut y répondre? Ouais. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, ça va. En fait, vous avez donné un chiffre sur le fait qu'on payait 75, j'avais entendu 70, mais bon, des taxes. Oui. D'où vient ce chiffre? A-t-on déduit les allocations familiales, le remboursement du docteur, etc. Merci. Oui, donc dans ces 75%, toutes les taxes ou toutes les accises qui sont prélevées sur le revenu d'un employé ou d'un salarié sont comprises en fait. Donc si la question est quelles sont ces taxes, eh bien regardez autour de vous et d'une façon presque inconsciente toutes les taxes que vous payez tous les jours, tout simplement. Et ça fait plus ou moins 70 à 75% selon les ménages et les personnes de taxes que l'on paye sur les revenus de base. Ça va. Si vous voulez, je peux envoyer cette simulation d'une façon beaucoup plus précise à la personne qui a posé la question. Ok, merci beaucoup. Alors, donc comme l'heure tourne et que les questions fusent, du coup, je laisserai Simon Torp se présenter brièvement. Et alors, s'il peut expliquer peut-être en 5 minutes maximum ses travaux, puis je laisserai la parole à mon collègue Nicolas Franca. Et selon le timing qui reste, j'essaierai de prendre encore l'une ou l'autre question. Mais vous pouvez nous les adresser après ou les adresser directement au collectif parce que je pense que dans le temps qu'ils nous ont imparti, il y en aura un peu trop. Voilà, alors je laisse la parole à Simon et puis après à Nicolas. Le micro, j'arrive. J'arrive. Ah oui, il faut que vous... En fait, je suis en train de vous réactiver, voilà, mais ça ne marche pas. Voilà, bon, c'est bon. Ok, très bien. Bon, je suis ravi d'être là. Je suis désolé d'arriver en retard. J'avais une conférence call avec toute ma famille
a duré. Donc, je suis vraiment ravi parce que ça fait 10 ans que je trouve que l'idée de faire un truc universel sur les transactions me semble une très bonne idée. Donc, j'avais publié un truc qui est très obscur en 2010 et j'ai fait pas mal de présentations sur l'idée, y compris un TEDx que vous pouvez trouver en 2014, quelque chose comme ça. Mais en fait, oui, je pense que c'est une idée qui est extrêmement facile. Il faut que ça soit universel, c'est-à-dire que moi, je paye la taxe comme tout le monde, on fixe un taux, tout le monde le paye. Voilà. Donc, on peut pas accuser, être accusé de viser les banques ou les traders, les choses comme ça. Non, c'est tout le monde qui paye la même chose. Alors, donc, dans ma proposition originale, il y a 10 ans, c'était vraiment de supprimer quasiment toutes les taxes, sauf des taxes qui sont utiles, de style taxe sur le tabac, le pétrole, les choses comme ça. Bon, je dois admettre qu'il y a des taxes que finalement, je trouve que sont bien. Par exemple, pour financer un revenu de base, on peut très bien avoir un espèce d'impôt négatif. Ça, c'est une idée qui est très bien. Autre chose qui est très bien, taxe sur les patrimoines. Je ferai ça, c'est un espèce de taxe sur tous les gens qui ont de la propriété, etc. Donc, je me retiens un petit peu de la position extrême qui est de dire qu'on peut tout supprimer sauf un taxe sur les transactions. N'empêche, ce qui est vraiment, à mon avis, un truc que je ne savais pas avant. Chaque fois que j'en avais parlé, les gens ont dit « Ah ben, vous mettez 0,001% sur les transactions, les traders, ils vont arrêter. Donc, ils vont tous partir à l'autre bout du monde, etc. » Bon, j'ai deux réponses à ça. Un, il faut que les taxes soient sur les transactions. Il faut une première taxe au niveau des banques centrales. Donc, ça doit être le BCE qui impose une taxe sur toutes les transactions en euros, partout dans le monde. Parce qu'il faut savoir qu'à Londres, alors je ne sais pas les derniers chiffres, mais à peu près 40% de toutes les transactions qui sont faites à Londres sont en euros. Et bon, je suis britannique d'origine, hein, au cas où vous ne savez pas, mais ça fait 37 ans en France. Les Britanniques ont inventé le bon truc, c'était le stamp duty. Ça existe depuis 1696 et c'est un taxe sur toutes les... si vous achetez des parts dans une société, vous devrez payer un stamp duty. Où que vous soyez dans le monde, vous êtes dans l'autre bout du monde, vous achetez des actions dans une société britannique, vous payez la taxe, 0,5%, et ça fait des milliards tous les ans pour les Britanniques, ça marche du tonnerre. Donc, si la Banque centrale européenne disait maintenant, vous payez chaque fois que vous faites des transactions en euros, ils n'ont aucune manière de se défendre parce que c'est tout à fait normal. Chaque banque centrale pouvait faire le propre truc. La Banque d'Angleterre pouvait mettre une micro-taxe sur les transactions en livres. Si vous échangez entre les livres et les euros, les deux banques vont toucher quelque chose, s'ils le souhaitent. Donc, à mon avis, ça, c'est une très bonne chose. Et puis, deuxième chose qu'à mon avis, vaut la peine d'être dit, c'est que j'ai récemment découvert 2 études qui donnaient enfin le vrai coût des transactions pour les sociétés financières. En fait, ce n'est pas gratuit pour eux non plus. Hein. C'est typiquement, donc il y avait une étude qui a été faite par quelqu'un qui travaille dans au Cité de Londres depuis 15 ans, qui a fait une étude pour finalement c'est le Parti socialiste, Labour Party en Angleterre, qui avait basé leurs idées là-dessus. Et vous trouvez dans les annexes les vrais coûts des transactions. Ce n'est pas gratuit. Ça coûte 0, ça dépend. En fait, si vous êtes dans le système, c'est moins cher. Si vous êtes une maison de finance, par exemple, vous payez 0,07%. Si vous êtes quelqu'un de l'extérieur, vous payez un peu plus. Mais on a les chiffres du coût des transactions pour les gens qui font les milliards, des milliers de milliards tous les jours. Ça coûte. Et donc, à la limite, pour imposer un micro-taxe, je dirais, voilà la solution. Vous dites,
on va s'aligner sur un peu moins que vous demandez vous-même. Et là, donc, au pire, c'est 2 fois plus qu'ils payent aujourd'hui. Et donc là, l'idée que on va tout arrêter, le ciel va tomber parce que vous mettez un microtaxe sur ce qu'on fait, ça tombe à l'eau. Donc voilà, deux idées à mon avis à laquelle, à mon avis, connaissant vos intérêts, ça peut vous intéresser. Un, c'est la première structure qui devrait mettre la taxe, c'est le BCE. Et des gens comme Positive Money Europe, par exemple, basé à Bruxelles, hein, donc, militent pour que la Banque centrale fasse des choses intelligentes avec la création d'argent. Et donc, la deuxième chose, c'est de dire, oui, bien évidemment, vous allez baisser un peu, mais on va juste mettre un taxe moins que vous payez déjà. Voilà. Et puis, à mon avis, ça court-circuite beaucoup d'arguments là-dessus. Merci Simon pour votre intervention. Je laisse la parole à mon collègue Nicolas. Bonjour à tous. Donc voilà, l'objet ici de la soirée, c'est effectivement de confronter un petit peu les points de vue et les idées. Donc, je vais vous donner un petit peu en quelque sorte les résultats de l'analyse que j'ai pu porter sur cette microtaxe. Donc, de prime abord, l'idée me paraissait extrêmement sexy et il y a évidemment des choses très intéressantes. Étant membre d'Attaque, tout ce qui peut permettre effectivement de mettre une forme de limite sur les transactions financières spéculatives qui ont les effets des régulateurs et les impacts systémiques qu'ils posent sur l'ensemble du système économique, ça me paraît effectivement très intéressant. Alors, donc je vous dis toute cette explication évidemment très humblement. Je n'ai pas l'expérience du professeur Chenet sur les questions économiques, mais ça fait néanmoins une bonne quinzaine d'années que j'étudie ces questions. Donc, j'aimerais bien d'abord séparer les choses dans le débat. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de revenus de base, hein, une question que l'on a également adressée dans ces présentations et conférences que l'on fait avec Financité, une idée qui est évidemment tout à fait louable, de la même manière naturellement que la taxe Tobin, et M. Thorpe qui nous a parlé de Positive Money, qui est également un de nos alliés dans la réflexion relativement à la création monétaire. Comment doit-elle être orientée et ainsi de suite. Alors la première chose, j'aimerais que l'on prenne un peu de perspective par rapport à la fiscalité. C'est quoi la fiscalité? Première chose, c'est un outil qui sert quand même à pouvoir juguler différents comportements. C'est une de ses propriétés, c'est-à-dire que l'on favorise ou l'on défavorise certains comportements dans la société en augmentant ou en diminuant un taux d'imposition sur un tel comportement, un tel type d'activité ou des choses de ce type. Pareillement, c'est un outil de répartition, et des deux côtés du coup, dans la manière dont il est pris dans la société, donc où se pose la pression fiscale, et également un outil de distribution ou de redistribution. Je n'adresse pas ce point-là puisque ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ensuite, c'est évidemment un outil de mutualisation, c'est-à-dire que si aujourd'hui nous avons une sécurité sociale, si nous avons l'ONSS, c'est le résultat d'une haute lutte de siècles durant entre un rapport de force permanent qu'il y a entre le capital et le travail de manière un peu caricaturale, mais néanmoins ça se défend, dans la manière dont on répartit le grand gâteau. Et justement, par rapport à ce grand gâteau, on a parlé à de multiples reprises de petites taxes, indolores, il n'y a pas grand-chose, et ainsi de suite. Mais une perspective intéressante, c'est bien de se dire qu'avec 470 milliards de PIB belge et à taxation fiscale, ou en tout cas on remplit le pot commun de la même manière, c'est-à-dire qu'on arrive in fine aux 220 milliards qu'il y a. Ça veut dire que la pression totale sur les 11 milliards de Belges est exactement la même. La question est donc plutôt de savoir qui paye un peu plus ou un peu moins. Et donc finalement, une fois que la poussière retombe, quel est l'état des lieux relativement aux inégalités, notamment. Puisque, on l'a très bien dit, on est à un moment de l'histoire absolument exceptionnel, puisque nous avons des inégalités qui crèvent les plafonds, ça a en fait rêver les pharaons et les petits monsieur Monopoly du 19e siècle. Et pourtant, cette proposition, à mon sens, ne permet pas de donner la flexibilité nécessaire pour pouvoir justement avoir une taxation qui est ciblée sur ce que l'on pourrait moralement décider collectivement d'une captation de richesses produites par l'ensemble des Belges qui serait trop grande. Et à ce niveau-là, la microtaxe a un petit peu le défaut de ses avantages, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement simple, certes, mais du coup, elle est extrêmement rigide. C'est une seule variable d'ajustement pour réguler tous les comportements de la société.
Et à ce niveau-là, le pouvoir souverain, historiquement, hein, la fiscalité, c'est quelque chose, on ne rigole pas avec ça. En tout temps, en tout lieu, depuis 3 millénaires, à minimum, le pouvoir de décider comment on prend dans les poches collectives est un long sujet de débat. En l'occurrence, ce serait extrêmement simple à le diminuer ou à, en tout cas, l'ajuster, puisqu'il n'y a effectivement qu'une seule variable. Et donc, comme je le disais, au niveau des inégalités, il faudrait voir comment les choses retomberaient. À ce niveau-là, j'ai cherché, mais à l'occurrence pas trouvé encore, d'études précises qui pourraient simuler quel serait effectivement l'impact sur l'entièreté de la population. Parce que rappelons, in fine, des 11 milliards de Belges, la contribution au pot commun serait la même. Donc, il y a fatalement des perdants et des gagnants. C'est un jeu à somme nulle si l'on calcule évidemment un taux qui nous amène à un point d'égalité. Alors, je vais prendre un exemple simple, par exemple. Imaginez que demain, on taxe le pain de 20% en plus. Qui payera ces 20%? Le boulanger ou vous-même, l'utilisateur, le client? Alors, je ne vais pas vous lourder avec un concept économique et vous parler de rigidité de la demande et ainsi de suite. Néanmoins, c'est par là qu'on peut comprendre un peu comment ça fonctionne. Et quand on regarde toutes les taxes qu'il y a dans un système, et ça par contre c'est exhaustivement étudié, on voit bien que selon la capacité que moi en tant que consommateur, j'ai à trouver une alternative, je vais plus ou moins être celui qui va encaisser le poids de cette taxe. Et cette réflexion, elle vaut également pour les relations interentreprises. Donc, un fournisseur, un grossiste, un détaillant, et ainsi de suite. Et donc, a fortiori, dans ce jeu, il y aurait des personnes qui seraient gagnantes ou perdantes. Donc, évidemment, j'entends bien que à partir du moment où on retire toute une série d'impôts, on considère ici le prix en termes réels. Donc, on va dire le prix brut, on a tout nettoyé et il ne reste plus que, voilà, moi, face à mon boulanger, on discute du prix, comment cela se passe-t-il? Et donc, ma crainte serait ici que la flexibilité d'un bénéficiaire du CPAS, d'une personne de la classe moyenne de manière générale, elle est extrêmement faible. Son pouvoir de négociation pour acquérir une partie de la production réalisée par tous les Belges, il est limité. Il peut difficilement commencer à négocier à bras-le-corps. Alors vous allez me dire qu'il y a une concurrence entre entreprises, mais elle serait impactée du coup de la même manière au vu de cette microtaxe. C'est d'ailleurs un des points d'attention que j'ai à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est quelle serait la modification des relations entre les petits acteurs commerciaux et les grands groupes internationaux. Mon hypothèse, mais que je ne peux pas défendre de manière solide, puisque ça me nécessiterait sans doute une thèse de doctorat pour vraiment détailler cette question, c'est qu'au total, le pouvoir de négociation d'un détaillant belge d'une petite entreprise ne sera pas le même qu'une grande entreprise qui a la possibilité de voyager à travers le monde pour choisir où elle va réaliser sa production et qui pourra, le cas échéant, tout simplement, ne plus desservir le pays. Et donc, je me posais la question relativement à l'impact que cela peut avoir sur les circuits courts. Est-ce que cela sera positif ou est-ce que cela sera négatif? J'ai l'impression que la réponse est moins transparente que ce qui est indiqué dans la documentation qui nous est fournie. Mais c'est une question à laquelle on peut répondre plus en détail. Des avantages qui sont fournis par la microtaxe, a priori, c'est qu'elle favoriserait l'utilisation du cash, à mon sens, puisque certes, quand je retire au distributeur, je paye donc du coup cette microtaxe. Par contre, si je l'échange avec mon voisin à longueur de journée, ainsi de suite, je n'ai pas à l'indiquer dans aucune comptabilité. Donc, par rapport à faire émerger l'économie noire, je ne pense pas que cela puisse avoir potentiellement un impact. Néanmoins, passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire la manière dont toute cette architecture serait effectivement mise en place. Je ne doute pas une seule seconde que c'est techniquement faisable. Ça paraît une évidence puisque tout cela est intégré dans des comptabilités informatisées. C'est une formalité. On saurait presque le faire, pas presque, sur le nouveau système de paiement électronique que les monnaies locales wallonnes utilisent depuis quelques semaines maintenant pour faciliter naturellement les paiements entre les acteurs locaux. Mes collègues ne m'en voudront pas de faire un peu de placement de produits au passage. Et donc, du coup, ça m'a fait me poser la question par rapport à l'adéquation avec la législation européenne sur, d'une part, la licence de monnaie électronique, mais surtout relativement à la directive sur les systèmes de paiement. Est-ce qu'il est entendu ici tous les paiements, toutes les transactions qui répondraient à ce cadre, par exemple? Si c'est le cas, il n'y a pas de raison que les monnaies locales, par exemple, ne soient pas impactées.
C'est ni bénéfique ni négatif, c'est juste une question générale que je me faisais. Donc voilà, j'essaye de ne pas prendre trop de temps naturellement et juste de vous donner comme ça à brûle pour point mon ressenti par rapport à cette, à cette initiative. Donc je disais très intéressante, mais qui néanmoins pour moi a au moins un point de blocage, qui est un horizon indépassable. Et c'est justement dans son implémentation pratique. Tel que je l'ai entendu jusqu'à ce jour, la perception de l'impôt qui, je le rappelle, est quand même l'essence du pouvoir régalien d'un État souverain, serait laissée à l'aspect pratique, certes, mais néanmoins serait opérée par le secteur bancaire. Secteur bancaire, comme vous le savez, qui est donc dirigé par des moines bénédictins dont l'intérêt collectif est au-dessus de toute autre considération. Donc, par rapport aux enjeux économiques systémiques auxquels on fait face aujourd'hui, j'ai du mal à croire que cette initiative puisse, par exemple, être un frein à ce qu'on appelle, par exemple, la finance de l'ombre, pour deux raisons. Tout d'abord, elle s'appelle finance de l'ombre pour une bonne raison. Elle est off the books. Elle n'est pas indiquée dans les comptabilités publiques. C'est ça son principe d'être de l'ombre. D'autre part, majoritairement, ce ne sont pas des transactions financières stricto sensus. C'est-à-dire, ce ne sont pas des échanges d'unités de compte qui passent d'un compte en banque à un autre. Ce sont avant tout des ensembles de contrats. Des contrats qui sont parfois appelés, parfois pas appelés. Des swaps, des calls, des forwards, on peut en faire de toutes les manières. Et donc, du coup, quand j'ai laissé un peu moi-même retomber la poussière sur cette initiative, je me suis dit que c'était finalement un peu l'atteinte ultime dont pouvait rêver une politique néolibérale imposée dans l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est transférer la perception de l'impôt strictement dans le secteur privé, bancaire qui plus est, c'est laisser finalement le citoyen qui n'a pas la possibilité, lui, de déplacer ses activités, parce que, entendons-nous bien, si je suis moi-même milliardaire, je vais demander à mon gestionnaire d'actifs, j'espère au moins que tu ne t'amuses pas à faire ton trading dans un des pays qui a instauré la microtaxe. Ce à quoi, évidemment, il me rigolera au nez, il me dira évidemment que non, on peut très facilement déplacer ses activités. À partir du moment où on trade en commodité, on n'a pas vraiment d'intérêt d'être dans tel ou tel pays. Et donc, sur cette base-là, on peut anticiper une érosion de cette fameuse assiette fiscale à partir du moment où des activités seraient déplacées. Et donc, a fortiori, pour un budget équilibré, il faudrait considérer que le taux doit soit être augmenté et que donc, in fine, ce sont les citoyens du quotidien qui subiraient cette pression fiscale de manière plus importante, au total, bien entendu, puisque, je le rappelle, le panier se remplit au même niveau qu'avant. Donc, il n'y a pas moins d'argent qui est pris dans les poches des 11 millions de Belges, in fine, le montant est le même. Donc, voilà, j'avais, la volonté de pouvoir exposer cela de manière à ce que l'on puisse également avoir un débat contradictoire pour réfléchir à cela. J'ai encore quelques éléments que je donnerai un petit peu plus loin. Et je terminerai sur cela également, c'est un point de vue que l'on ne défend pas chez Financité, par exemple, qui est de considérer qu'un État doit avoir un budget à l'équilibre, qu'un État doit payer sa dette. C'est à mon sens, et je peux le défendre, et comme des milliers d'économistes par ailleurs et des grands professeurs également le défendent, notamment par ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne, qui indique bien que tous ces chiffres ne sont que de la comptabilité au final. Et que donc lorsqu'il y a des personnes qui nous indiquent qu'il est nécessaire pour nous de payer, de rembourser notre dette, c'est en réalité une possibilité, une manière d'entretenir un flux de l'entièreté des contribuables vers finalement les détenteurs d'actifs financiers, des obligations et ainsi de suite. Et cela est pour moi un dogme. Donc ça veut dire également qu'il n'est pas le signe d'une ouverture d'esprit absolument optimale. Je vous chatouille un petit peu sur celle-là, c'est fait exprès, ça permettra d'avoir un débat riche, je l'espère bien. Et pour conclure, toutes les idées sont évidemment bonnes à discuter, mais s'il s'agit d'en mettre une en place, je ne retiendrai pas celle-ci. Ça va. Merci Nicolas. J'espère que personne ne s'est perdu en route là-dedans. Pour répondre, évidemment, j'aimerais donner la parole à Antoine, Luigi, Martin ou Simon. Je vais désactiver les 4 micros et alors je vous laisserai complémentariser ça. Et puis, alors une seconde. Hop là,
Je réactive tous vos micros et je vous laisse rebondir là-dessus. Est-ce que j'ai... déjà, il y a Antoine qui a... Ceux qui ont leur micro déjà de... Moi, je vais juste répondre sur un point, parce qu'il y a un truc qui n'est pas vrai. Quand on fait un call, un swap ou autre, il y a une transaction qui est derrière. Hein. Donc ça, il faut savoir. C'est que dire que c'est la finance de l'ombre et que donc du coup, il n'y a aucune transaction, ce n'est pas vrai. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un CDS, par exemple, donc c'est un swap, c'est une assurance. Okay. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que le prime qui est payé en effectivement. Et donc, du coup, vous avez une facturation. Une petite proportion. Oui, mais comme tout le monde peut prendre une assurance, vous avez beaucoup de proportions au final. Et donc, du coup, déjà, sur ces trucs-là, il y a des transactions. Dire que c'est juste de leur bilan bancaire, ce n'est pas totalement vrai. C'est pas ce que j'ai dit. Sur les monnaies locales ou autres, le problème qu'on a pour l'instant, c'est qu'on arrive à des monnaies qui sont nouvelles, par exemple le Bitcoin et autres. Okay, et que donc, du coup, il faut trouver des nouveaux moyens de taxation qui permettent de le faire. Ici, passer d'une taxation de flux à passer d'une taxation de capital à une taxation de flux, c'est une des possibilités qui permet justement de le faire. Et juste sur un dernier point de ce que vous avez dit, mais notre souci, c'est que ah oui, vous parlez que ce sont les banques. Si vous avez bien écouté, on a opté pour une deuxième possibilité qui s'appelle la BCE, qui a été reprise aussi par Simon Thorpe, et qui est en fait de considérer que c'est une taxe sur les billets, enfin sur l'argent, qu'il soit réel ou qu'il soit irréel. Et donc ça, c'est une grosse différence, parce qu'en fait, ça peut permettre au niveau de la BCE, donc via la Banque nationale belge, de faire la taxe, et donc non plus avoir le système bancaire comme vous le dites. Merci Antoine. Est-ce que Oui, je voudrais, avant de laisser la parole au professeur Chenet et au docteur Thorpe peut-être, au niveau bancaire, en fait, ils ont tout intérêt à mettre en application cette perception de la taxe parce qu'ils vont être rémunérés pour ça. Donc, dans le modèle que nous proposons une rémunération à la hauteur de 1 pour 1000 de l'ensemble des transactions qui vont pouvoir être transférées vers le trésor public. 1 pour 1000 de l'ensemble des transactions, ça représente quand même pour le secteur un surplus de revenus et de bénéfices, donc de 533 millions à se répartir sur le secteur belge bancaire, ce dont ils ont besoin puisque ça rentre directement dans la bottom line de leur PNL. Donc là, ils auront un incentive pour le faire et d'autre part, vous comprendrez bien que vu la simplification extrême de la perception de la microtaxe, nous aurons nos concitoyens qui aujourd'hui travaillent justement à la perception de la microtaxe disponible pour changer d'horizon professionnel et donc d'être eux les garants de la bonne perception à l'intérieur du secteur financier de cette taxe. Et ils deviendront auditeurs ou contrôleurs de la bonne perception de cette taxe. Voilà, c'est deux paramètres que je voulais ajouter. Je me permets de rebondir, je ne vais pas le faire à chaque fois, bien entendu, mais rapidement, donc vous confirmez bien que l'opération sera profitable pour le secteur bancaire, de la même manière que Antoine nous a dit plus tôt que l'impact sera extrêmement faible sur le secteur financier d'une manière générale. Ce n'est pas grave, c'est juste que dans notre travail, nous considérons important… Ils ne vont plus payer les taxes qu'ils payent actuellement, c'est-à-dire la taxe sur les opérations bancaires, ils ne vont plus payer les taxes sur les distributeurs de billets, donc tout ça va être éliminé et ils vont être rémunérés pour pouvoir percevoir la taxe parce que c'est un service qu'ils rendent à la population, tout simplement. Merci. Ça devrait plaire à Newbie, en fait. Alors, Martin Chesnay, est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus et peut-être Simon aussi? Oui, d'accord. Donc, beaucoup de questions intéressantes ont été posées. Vu les contraintes de temps, je vais me centrer sur une ou deux. Alors, est-ce que les citoyens moyens, on va dire lambda, vont déplacer à l'étranger? Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Mais ils n'ont aucune raison de le faire. Si la Belgique instaure une telle microtaxe, ils seront contents d'effectuer leurs transactions en Belgique parce que justement, ils paieront moins d'impôts. Alors, à partir de là, que vont faire les autres, ceux qui ont éventuellement les moyens? Nous, ce qu'on a prévu dans le texte en Suisse, c'est le siège fiscal. Donc, si une famille très riche ou une entreprise effectivement délocalise certaines transactions pour échapper à l'impôt, elle devra le signaler. Si elle ne le fait pas, ça sera un délit. Et la pénalité
ne sera pas une micro-pénalité. Donc, les entreprises devront décider. Peut-être un dernier point important, l'aspect répartition, donc qui paye effectivement, parce que c'est une question qui revient régulièrement et qui est importante. Lorsqu'on examine les statistiques, on voit qu'une famille qui a peu de revenus, bon, elle a un compte en banque, et cette famille-là, elle va payer 0,1% ou 0,2%, enfin la microtaxe, donc très peu. Quand une famille commence à constituer un patrimoine, c'est plutôt l'immobilier. Donc là, ça veut dire relativement peu de transactions, effectivement, l'immobilier. Puis quand le patrimoine vraiment augmente beaucoup, là, on arrive à des portefeuilles financiers. Et là, il faut avoir une idée des chiffres. Donc, je vous en donne un par rapport aux États-Unis. Je ne l'ai pas pour l'Europe, mais ce sont les mêmes ordres de grandeur. Après la Seconde Guerre mondiale, le temps de détention moyen d'une action dans un portefeuille aux États-Unis était de l'ordre de 5 ans. Maintenant, vous savez ce que c'est, c'est de l'ordre de quelques minutes. Donc, vous avez tout compris. C'est-à-dire, ceux qui vont effectuer les transactions vont payer. Et là, on conserve la progressivité de l'impôt qui est un élément clé parce que ceux qui disposent de ces portefeuilles effectivement d'actifs effectuent des transactions. Ils ne restent pas tranquilles dans leur coin parce qu'il faut rebalancer le portefeuille régulièrement. Ils vont payer les transactions. Voilà, j'en ai terminé. Si je peux rebondir sur ce point, puisque c'est vrai que je l'ai entendu… Rapidement, peut-être Nicolas, avant de laisser la parole à Simon aussi. Alors, je laisse la parole à Simon d'abord ou je peux… Ou alors, si tu es capable de rebondir rapidement. Oui, c'est très bref. C'est par rapport effectivement à ce que j'ai écouté attentivement effectivement Monsieur Chenet en ligne sur cette question et donc j'ai naturellement réfléchi et il ne faut jamais oublier pour moi de bien distinguer le détenteur de capital, celui qui a effectivement une somme d'actifs qu'il possède et le gestionnaire à qui il a demandé, qu'il a mandaté pour faire fructifier cette somme. Et ce n'est pas la même chose évidemment puisqu'on a d'une part un stock de capital qui, dans cette disposition-ci, ne serait strictement pas imposé, et d'autre part, quelqu'un dont c'est le métier de faire fructifier. Et il agira en bon gestionnaire, et il fera cela de la manière la plus rentable possible pour lui et donc pour son client. Donc, si moi j'étais détenteur de plusieurs milliards, à nouveau, je me frotterais les mains. Si en plus de cela, j'étais actionnaire d'une banque, je me frotterais encore plus les mains. Chance pour moi, j'ai ma part de coopérative newbie, donc d'une certaine manière, je pourrais peut-être déjà commencer. Et donc voilà, à nouveau, je pense qu'on a manqué de distinguer à plusieurs reprises cette différence entre les stocks de patrimoine détenus par les parties les plus aisées de la population, contre qui je n'ai rien, c'est une question de débat public, et cette somme de flux. Et à nouveau aussi, quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, faire attention, avec ce 0,x%, on le paye plusieurs fois sur l'année. Donc, il faudra bien entendu faire le calcul final pour voir quelle est mon imposition réelle au bout du compte. Et comme je le rappelle, si on a rempli le panier tout autant, ça veut dire que proportionnellement au PIB, on dit qu'aujourd'hui on a 45% d'imposition sur la somme du PIB, on sera toujours à 45% d'imposition sur les PIB à la fin. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ce n'est pas parce que la ponction est toute petite à chaque fois que, in fine, on ne paye pas tout autant d'impôts. C'est ça qui est très important à considérer. Mais je laisse la parole à M. Torp qui a levé la main plusieurs fois. J'active votre micro. Okay. Donc, bonjour. Oui, alors pour 99% des gens comme moi je suis plutôt bien payé. Hein, je suis fonctionnaire. Ma femme vient de m'apporter le café. Merci, Michou. Donc, j'ai de l'argent qui arrive sur mon compte avec mes salaires et tout ça. Je paierai 0,1% là-dessus. Je dépense de l'argent, je paierai 0,1% dessus. Donc, ça veut dire 2 fois mes revenus en taxes, taxés à 0,1%. Qui va vraiment payer? Eh bien, c'est des gens essentiellement qui ont planqué leur argent dans les îles Caïmans, par exemple. Si vous êtes multimilliardaire, vous avez caché votre argent dans un paradis fiscal aux îles Caïmans. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça d'argent? Vous pouvez acheter autant de pina colada et de ce que vous voulez, caviar là-bas, mais bon, il y a une limite de ce que vous faites. Donc, votre argent, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez mettre ça dans les mains des gens qui vont faire travailler cet argent pour vous en les jouant sur les marchés tous les jours, en essayant de fructifier votre argent. Ce n'est pas vous qui vous allez pas faire des milliers de transactions tous les secondes, c'est des gens qui vont le faire pour vous. Donc en fait, pour moi,
les gens qui vont payer le microtaxe, c'est des gens qui ont planqué leur argent quelque part. Les sociétés comme Apple qui ont 100 milliards, même plus d'argent qu'ils ont planqué dans les paradis fiscaux parce qu'ils ne veulent pas payer des impôts aux États-Unis. Mais cet argent ne dort pas. C'est cet argent-là qui fait les 6 000 milliards de transactions sur les marchés financiers tous les jours. Et c'est ça va être ponctionné. Mais comme on va le faire de façon totalement neutre, c'est-à-dire que c'est tout le monde pareil, pour moi, c'est clair qui va payer. C'est pas moi, c'est pas vous. Il y a peut-être 1% des gens, même moins, qui ont leur argent, qui sont cachés quelque part, mais on s'en fout à la limite. Moi, je m'en fous si quelqu'un a un compte quelque part. S'ils le font travailler par les sociétés de fructification de l'argent, ben ils vont payer la taxe. Voilà. Et puis, ça élimine le problème des gens qui planquent leur argent à l'étranger. Ça va. Merci pour la réponse, Simon. Ouais, Luigi, je suis désolée, mais on va devoir conclure étant donné que l'heure tourne, mais il y a Jean qui s'agite avant, donc je vais lui donner la parole et puis je me permettrai de conclure en tant que modératrice. Merci. Merci Joël. Je vais essayer d'être bref parce que je sais que Nicolas va encore vouloir rebondir parce que voilà, je veux d'abord le remercier pour le débat contradictoire et surtout d'avoir étudié le sujet avant le débat. On sent qu'il s'est investi sur la thématique. Je voudrais moi-même le contredire sur 2 points quand tu dis que l'assiette fiscale représente 45% du PIB actuellement et que même avec la microtaxe, on sera toujours à 45% du PIB. Mais non, en fait, la somme des transactions financières aujourd'hui représente 100 à 150 fois le PIB et ne sont pas dans le PIB. Et donc, en multipliant par 100 la base taxable, ça permet de réduire de 100, un centième finalement du taux actuel et donc d'être à ces fameux 0,5% de taxation. Et l'autre point sur lequel je voudrais te reprendre également, quand tu dis effectivement on va privatiser la fonction régalienne de la collecte de l'impôt, aujourd'hui la TVA représente un peu plus de 30% des recettes fiscales en Belgique. Et qui collecte cet impôt pour l'État? Tous les indépendants et les PME, qui non seulement le font gratuitement, et donc la proposition de l'UJ est très généreuse d'encore rémunérer les banques pour le faire, parce qu'aujourd'hui, les indépendants et les PME, non seulement doivent le faire gratuitement, ont des lourdes charges administratives pour tenir une comptabilité au niveau de la TVA, et sont lourdement pénalisés quand ils ont le moindre retard pour payer cette TVA. Voilà, c'était mes 2 points pour Nicolas. Donc, je pense qu'on rapide, parce qu'on va conclure. Un petit mot, c'est obligatoire, puisque du coup, la question de la TVA, est-ce que c'est bien, comment est-ce qu'elle va être prise, c'est une autre question pour moi. Et par contre, non, j'insiste vraiment sur ce point. Je sais qu'effectivement, le volume total de transactions peut être supérieur, bien entendu, au PIB, puisqu'elles ne sont pas toutes génératrices de valeur ajoutée, certainement pas, on s'entend bien. Mais quand le budget de l'État est établi, il aura le même montant. Ça, il faut bien... Ah oui, ça, il n'y a pas de souci, bien sûr. Donc, la captation de valeur ajoutée qui a été réalisée sur la population est la même. Le fruit du travail que l'on a pu donner, si est là. Mais bon, pardon, Joël, je vais me faire taper sur les doigts si je continue. Non, c'est bon. Je vais conclure. La vengeance sera terrible. Non, ça va. Alors, je désactive le micro de tout le monde. Ok, ça va. Alors déjà, merci. Merci à toutes les interventions. C'est un sujet qui fait un peu polémique, en tout cas on est en train de le voir ce soir, mais il y a un certain monsieur qui s'appelle André Peters et qui intervient souvent pendant nos cycles monnaie et qui dit que quand il y a une dispute, c'est qu'on est dans la démocratie, donc tant mieux. Je tiens à préciser que nos animations, en tout cas, sont basées toujours vraiment sur l'émancipation citoyenne et que du coup c'est important aussi, même si aujourd'hui on n'a pas tellement pu donner la parole à toutes les questions qu'il y avait, et je m'en excuse, mais je sais que vous pourrez recontacter le collectif Harmonia pour ça. Je pense qu'ils seront un plaisir de répondre avec toutes vos questions. Je les laisse plutôt, c'est leur domaine. En tout cas, voilà, nous, on a vraiment tenu à vous apporter plusieurs points de vue, étant donné on ne vend pas, on ne fait pas la publicité d'une ou d'une autre solution, mais on essaie vraiment de forger l'esprit critique en apportant toujours et en réinsistant sur les mécanismes économiques. Et dans ce cas-là, on est vraiment dans la base de la fiscalité, quoi. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. Merci pour les interventions. Et donc voilà, pour les autres questions, je vous laisserai
comment dire, vous adresser au collectif Harmonia. Et je remercie quand même tout principalement nos intervenants qui nous ont rejoints depuis plusieurs autres pays, donc le professeur Chesnay, Simon. Merci aussi autant des deux citoyens Antoine et Luigi, de Jean pour avoir un peu modéré le débat Facebook et Nicolas pour tes interventions et à toutes et à tous pour vos questions. Voilà, merci beaucoup. Très belle soirée. À bientôt. Ah, attends, je peux leur remettre le micro à Nicolas et à Didier. Je pense, Joël, que tu peux clôturer pour les autres personnes, si jamais. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai perdu l'enregistrement. Là, ça a fait bugger tout l'ordi. J'essaye, mais je ne veux pas perdre cet enregistrement-là. Il vaut de l'or. Ah, Didier, on ne t'entend plus à nouveau. Ouais, Didier, en fait, Et je pense à l'heure actuelle que les écouteurs doivent être dans les frais de service. Hein. Ça, c'est clair et net. Ah, c'est frustrant, j'ai envie qu'on discute ensemble. Ouais, je vais tenter un truc, mais si ça bug, tant pis. C'est bizarre, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas, tes micros. Ouais. Mais du coup, comment dire, coupe, et puis on peut se relancer une conversation, parce que le live Facebook tourne toujours également. Ok. Attends.